Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 11 mars 2023 et c'est l'épisode 317 et il y a des choses qui ne changent pas au mois d'avril. Déjà c'est une météo changeante avec un coup du soleil, beaucoup de soleil ce dimanche, tantôt de la pluie, des manifestations, surtout en France, du chocolat, trop de chocolat, des enfants gâtés et des vacances scolaires qui arrivent à mon avis beaucoup trop vite. Je trouve ça anormal, j'ai l'impression que les enfants sont en vacances tous les mois maintenant, c'est pas trop logique, mais aussi et surtout une nouvelle fournée d'infos autour de l'intelligence artificielle, et puis on aura aussi quelques infos autour des services du web, des jeux vidéo, bref un épisode de Tech Café assez classique s'il en est. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, et comment vas-tu ? Pour l'instant très bien, écoute, je touche du bois, mais je n'ai pas un verre de côté. Nickel. Écoute, l'intro est rapide, d'autant qu'on a des petites interactions dont on va parler, puis on a surtout plein de news à partager. Juste avant qu'on aborde tout ça, je me dois quand même de mettre à l'honneur Nicolas Delanoux et Alyosha Photographie. Petite astuce, effectivement, Alyosha Photographie, comme ça, met en avant son service de photographie, j'imagine, je suppute. Ou alors c'est une vulgaire erreur d'inscription, mais je n'y crois pas. Et donc c'est quoi ces personnes ? C'est des personnes qui sont allées sur patreon.com/techcafé et qui ont envisagé le fait de nous soutenir financièrement. Les sommes sont pas énormes mensuellement, hein. Vous pouvez choisir un petit peu le montant que vous choisissez de mettre à contribution et vous nous rémunérez très directement pour le travail qu'on fait de préparation, de construction des émissions, de la mise à disposition en toute régularité. Et puis évidemment pour nous c'est une manière de valoriser un petit peu ce travail et de vérifier aussi votre satisfaction. Donc ça a l'air d'être le cas. En tout cas, une fois de plus pour ces deux personnes et les quelques centaines de personnes qui acceptent de nous soutenir pour chaque épisode. Et puis si vous, à votre tour, l'envie vous en prend, pendant que vous écoutez cet épisode, je sais que vous avez peut-être accès à Internet, alors pas si vous êtes en voiture, hein, surtout gardez le volant, restez concentrés sur la route, mais si vous êtes dans les transports en commun en train de faire votre ménage ou votre sport, moi je pense que vous devriez faire une petite pause sur votre smartphone, lancer votre navigateur, vous allez sur patreon.com/techcafé et vous regardez un petit peu ce qui se passe et puis vous pouvez accepter de contribuer à la hauteur de ce que vous voulez et en échange, petit bonus, vous aurez un flux du podcast où vous n'aurez aucune pub. C'est un petit peu un côté premium d'abonnement à ce podcast qui reste de toute façon gratuit. Donc merci beaucoup de l'envisager par avance et puis merci aussi beaucoup, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller déposer votre avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict ou mettre quelques étoiles sur Spotify si vous utilisez Spotify pour écouter les podcasts. Je voudrais citer Hervé Fox qui a déposé un avis sur Apple Podcast le 9 avril dernier, il y a 2 jours au moment où on enregistre cet épisode. Merci au Guillaume. Bonjour, je vous ai découvert avec un numéro spécial domotique et depuis je vous suis et attends avec impatience chaque épisode. Merci pour votre travail sur l'actualité de la tech que vous rendez accessible à tous avec un brin d'humour. Alors ces avis, au-delà de nous faire très 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 plaisir, ils permettent aussi à celles et à ceux qui découvrent Tech Café sur les magasins de podcast d'avoir un avis assez éclairé sur la qualité des émissions. Donc n'hésitez pas, rajoutez votre pierre à l'édifice pour rendre extrêmement visible le podcast et surtout le faire percevoir comme un contenu qualitatif. Et puis enfin, je me dois de vous rappeler aussi quelques moyens d'interagir avec nous. Alors on a un serveur Discord sur techcafé.fr/Discord et d'ailleurs dans ce serveur Discord Guillaume, on a plusieurs interactions. On a notamment alors l'Anarchie qui a déposé un petit message, j'en profite pour le citer parce que peut-être que ce sera une découverte pour vous. Il dit à l'occasion d'une invitation dans un podcast, message à caractère informatique, j'ai essayé de m'affranchir de ma dette morale envers les deux Guillaume en vous faisant de la pub pour l'excellent double épisode Steampunk Café dans lequel Guillaume Poggiaspala avait enchanté mon imaginaire, j'avoue moi aussi, à base de vieilles machines à calculer mécanique à vapeur. Donc déjà, si vous n'avez pas écouté ces épisodes Steampunk Café, je vous laisse chercher, vous les trouverez je pense assez facilement et vous verrez qu'effectivement c'est des dossiers rétrospectifs assez intéressants qui vous feront peut-être voir l'histoire de l'informatique différemment. Et puis si jamais vous avez envie de faire écho à la recommandation de l'Anarchie qu'il a déposée sur Discord, rendez-vous sur le lien qui sera dans les notes de l'épisode. Le podcast c'est les IA hallucinées se ferment à la source et donc vous verrez effectivement qu'il y a des points à faire. Alors j'ai pas écouté l'épisode de podcast, je sais pas si toi Guillaume t'avais pris connaissance de ce message et si t'as écouté ce podcast, ce sera sinon nos devoirs pour la semaine prochaine. Tu l'avais vu passer ce message ?
Oui, j'ai finalement vu passer le message et j'ai pas encore eu le temps d'écouter le podcast. Je vais le faire, évidemment. Bon, toi non plus. Très bien. On se met ça dans notre to-do list. Je suis sûr qu'on va faire des chouettes découvertes. C'est très cool. Et puis, on a aussi Cartman, qui est un auditeur de longue date, qui a laissé un commentaire sur techcafé.fr parce que vous pouvez déposer des commentaires dans les articles qui accompagnent la parution des épisodes. Je le lis très rapidement. Un petit commentaire pour partager avec vous une petite réflexion. Ça me gêne un peu lorsque Guillaume dit qu'une IA générative peut résoudre un problème ou même répondre à une question. Car si j'ai bien compris, l'intelligence artificielle, et on sent que Cartman a écouté religieusement tous les relais et toutes les chroniques que tu peux faire, met les mots de la réponse à la demande ou ceux pour résoudre le problème dans un ordre statistique. L'IA ne comprend ni le problème ou la question, ni même la réponse. Que cette réponse ou cette résolution soit conforme avec la demande ou du problème est le fruit d'un peu de hasard qui a voulu que l'IA croise des textes parlant de ce problème ou de cette question en s'y rapprochant statistiquement parlant. Pour ma part, l'IA n'a d'intelligent que le nom et il faudrait trouver un autre mot pour que répondre ou résout. Mais il y a trop de myriage dans ma tête cette nuit pour le trouver aujourd'hui. À plus et merci beaucoup pour votre travail. Merci infiniment Cartman pour ton commentaire. Et Guillaume, tu t'es penché sur sa question. Tu voulais y réagir. Oui, un petit peu, évidemment. C'est parce que c'est assez intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce que ça évoque, tu vois? Parce que voilà, moi, effectivement, quand je dis... Quand je dis il répond, en parlant de GPT-4 par exemple, pourquoi pas, je suis tout simplement extrêmement pragmatique. C'est-à-dire que moi j'écris une question, d'accord, sur le navigateur, il produit des mots, lui, qui forment une réponse, la plupart du temps, qui est pertinente d'ailleurs, et pareil pour un problème d'arithmétique, je lui écris le problème, il m'écrit une solution, qui est souvent correcte, alors parfois approximative et certaines fois à la ramasse, mais finalement, comme un étudiant, un élève moyen, tu sais, finalement, bon. Et en pratique, on peut dire qu'il répond et qu'il résout. Bon. Après, Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue du réseau? Est-ce que le réseau neuron comprend? Ça, c'est une question qui est très, très délicate. Et donc, j'ai remis en lien dans le conducteur de l'article de Microsoft Research sur l'étincelle d'intelligence générale, tout simplement parce que, en fait, elle est juste bourrée à ras la gueule d'exemples sur ce que fait ou sur ce que peut faire GPT-4. Et je dis pas que ça veut dire que le modèle comprend ou pas. En fait, j'en sais rien. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il produit des réponses correctes. Il produit des textes qui sont interprétables comme des réponses correctes à des questions ou des problèmes non triviaux. Il écrit des réponses qui laissent penser qu'il pourrait être capable d'un certain niveau d'abstraction aussi. Il produit des réponses cohérentes avec une théorie de l'esprit, c'est-à-dire la faculté de comprendre ce que pensent et ressentent des humains dans telle ou telle situation. Et d'ailleurs, Lambda le faisait déjà. On se souvient qu'on avait évoqué un exemple où il décrivait Lambda décrivait la jalousie ressentie par un personnage, et on a fait un petit scénario comme ça, et Lambda décrivait les sentiments des personnages de manière assez juste. Et donc, dans l'article sur GPT-4, il y a encore un exemple simple comme ça. Donc il y a Alice et Bob qui ont un Dropbox commun. Alice met une photo de chat dans le dossier Toto. Bon, Bob déplace la photo de chat dans le dossier Titi. Elle le dit pas à Alice. Et après on demande à GPT-4 où Alice va chercher la photo de chat. Et GPT-4 qui répond dans le dossier Toto, puisqu'elle le sait pas que ça a été déplacé, tu vois. Donc c'est un exemple comme ça, mais voilà. Alors, je tiens à préciser que ce genre de truc a l'air très très simple, mais les modèles de langage plus petits, plus simples, ne savent pas répondre à ce genre de truc. Il faut atteindre une certaine masse critique, un certain niveau de complexité pour que les modèles de langage arrivent à répondre correctement à ce genre de questions. Et donc comme ça, il y en a presque sur 150 pages des exemples. Alors au bout du compte, ce qu'on peut dire, c'est que tout se passe comme si le modèle avait une forme de compréhension, d'abstraction. Voilà, tout, c'est-à-dire que pragmatiquement, les résultats qu'on a, ça se passe comme s'il y avait une forme de compréhension d'abstraction. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Est-ce que le modèle comprend? Est-ce qu'il raisonne? En vrai, j'en sais rien. Et bon, Cartman écrit aussi, pour ma part, l'IA n'a d'intelligent que le nom, tu l'as dit, et il faudra trouver un autre mot que résoudre, ou résoudre. Et en fait, je suis très d'accord sur le fait que les termes intelligence artificielle, et donc IA, sont trop chargés. Parce que ça évoque trop de choses émotionnellement parlant, culturellement parlant, ça évoque trop d'images de cinéma, de littérature, de science-fiction, et puis ça évoque des choses qui sont analogues à nous, qui sont analogues aux humains. En fait, l'intelligence... Ça humanise, ouais, ça anthropomorphise une relation c'est l'intelligence, un truc propre aux humains, donc ouais, effectivement, ça rattache forcément l'IA à quelque chose, à un fonctionnement qui est un fonctionnement humain. Bon. Et moi-même, d'ailleurs, j'utilise aussi beaucoup le terme IA. Tout le temps, j'utilise le terme IA. C'est simplement parce que, déjà, c'est très court et c'est très pratique. Et puis parce que désormais, absolument partout, on parle d'IA. Tu vois, dans toute la presse, partout, tout le temps.
ChatGPT, DALL-E Midjourney, ils sont désignés comme étant des IA. Et que finalement, on se cale aussi sur l'usage courant. Puis c'est pas strictement faux non plus. Techniquement parlant, l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui est très vaste et dont le machine learning fait partie, et le deep learning, c'est une partie du machine learning. Donc voilà, c'est pas complètement, techniquement, c'est pas complètement faux, mais je suis d'accord que le terme est chargé. Intelligence, en fait, c'est un concept qui est complexe et que j'aurais beaucoup de mal à définir précisément. Et au fil du temps, c'est un concept qui évolue d'ailleurs. Est-ce qu'un programme qui joue aux échecs, c'est intelligent ? Parce qu'il fut un temps où on était persuadé qu'il fallait être très intelligent pour jouer aux échecs, tu vois. Mais de l'autre côté, est-ce qu'un four industriel capable de s'autoréguler en fonction de plein de paramètres, est-ce que ça, c'est intelligent ? Aujourd'hui, on dirait que non, c'est pas très intelligent, le four. Et pourtant, dans les années 90, on utilisait de la logique floue pour faire ce genre de truc. Et la logique floue, ça rentre dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qu'on attend de l'intelligence finalement ? Tu vois, en creux, Karpman pose cette question-là finalement. Qu'est-ce qu'on attend de l'intelligence ? Qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement ? Qu'est-ce que c'est que la compréhension ? Et GPT-4 n'est pas intelligent comme un humain, ça c'est sûr. C'est pas un esprit, il n'est pas conscient, ou alors il est très légèrement conscient, tu sais, comme le tweetait Ilya Sutskever, on en avait parlé la dernière fois. Donc peut-être qu'un modèle de langage, il est comme moi le matin. Tu sais, moi le matin avant le café, c'est pareil. Je suis très 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 légèrement conscient de ce qui m'entoure, et je suis très irritable aussi, il faut pas trop me parler. Donc c'est peut-être ça. Mais voilà, bon, le fait que les modèles de langage soient des machines probabilistes aussi, il dit bon voilà, c'est un truc, c'est probabiliste, c'est statistique, c'est vrai, mais c'est pas forcément contradictoire avec un comportement qui soit vraiment très sophistiqué. Parce qu'une distribution de probabilité, ça peut être ultra, super, méga complexe. Oui, c'est du hasard, mais c'est du hasard conditionné par une fonction de probabilité qui est d'une complexité inimaginable. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Bon, voilà, c'est très difficile. GPT-4 comprend sans doute pas les choses comme nous, on les comprend. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas une forme de structure complexe derrière qui peut s'apparenter à une forme de compréhension partielle ou différente ? Voilà, ça je sais pas, c'est un sujet qui est très complexe. La question qui est sous-entendue aussi finalement dans cette remarque, c'est est-ce que nous, humains, quand on se répond les uns les autres, est-ce qu'on réfléchit vraiment ? Je pense qu'on fait plus que d'associer une probabilité de succession de mots, forcément, mais quoique... Ça dépend à qui tu parles et à qui tu réponds, je veux dire. Et du sujet, effectivement, et ton état de sobriété et de sommeil, effectivement. Non, parce que quand t'appelles ta mère le dimanche, je sais pas. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu as pas dit ? Comment tu sais que j'appelle ma mère le dimanche, Guillaume ? Je sais pas, tout le monde appelle sa mère le dimanche, moi, je sais pas. Ah, bon, ça risque de s'éclairer le sujet. Tiens, dites-nous dans les commentaires si vous appelez votre maman le dimanche. Sinon, faites-le, tiens. Mais au passage, un autre sujet qui cristallise un petit peu cette confusion qu'il peut y avoir, que Karpman a mis en lumière autour de sa question. Je l'ai entendu ce matin dans la salle de bain en écoutant la radio. Je l'avais pas vu passer à côté, mais c'est au Koweït. Je pense que je sais pas si tu as vu Guillaume, mais cette présentatrice télé créée par une intelligence artificielle. Donc en gros, c'est une présentatrice de journaux TV. Alors bon, il faudrait voir dans quelle proportion elle va être utilisée. Elle est plutôt en test et va savoir si c'est un coup de com et si ça va vraiment être appliqué, si c'est appliqué combien de temps. Mais il y a une espèce de flou artistique derrière ce que représente l'intelligence artificielle. Là, c'est Koweït News. Je suis Feda, la première présentatrice au Koweït qui travaille avec l'intelligence artificielle à Koweït News. Quel genre d'actualité préférez-vous ? Écoutons vos opinions. Et je pense que ça aussi, ça participe évidemment beaucoup de cette confusion. Malheureusement, on n'a pas trouvé mieux que l'appellation intelligence artificielle pour recouvrir ce champ technologique aujourd'hui. Et je doute que désormais il puisse y avoir une appellation plus juste qui supplante un petit peu cette appellation, parce que dans l'inconscient collectif, du plus sachant au moins sachant, j'ai l'impression qu'on sait à peu près de quoi on parle, même s'il y a beaucoup de confusion derrière ce qui se passe techniquement finalement. On pourrait parler en permanence de machine learning ou de deep learning, tu vois, c'est terminologiquement, ce serait peut-être même plus précis de parler de deep learning souvent, quand on parle de ces IA. Après, c'est des problèmes linguistiques, c'est-à-dire que tout le monde utilise IA, c'est aussi beaucoup plus court. Bon, ben voilà, tu vois, c'est... Bon, on va essayer de parler un petit peu de machine learning. Ah, justement. Eh ben, écoute, sans autre forme de procès, attaquons le dur de nos news de cet épisode, parce que effectivement, bon, vous l'avez compris, de toute façon, j'ai l'impression que tous les épisodes, ça va être un petit peu ça pendant très longtemps, parce que il y a trop d'infos qui se passent dans ce domaine-là. On va parler de machine learning. Guillaume, tu nous parles un peu de rapport. Il y a même pas GPT-4 dedans. Bah, pas encore, parce qu'effectivement, voilà, c'est le rapport annuel de Stanford dans le domaine du deep learning.
enfin du machine learning qui s'embarrasse pas trop de ce genre de sushi d'ailleurs de savoir si on doit faire du machine learning ou de l'IA, puisqu'en fait ça s'appelle le rapport annuel 2023 de l'intelligence artificielle. Et il couvre bien sûr la période de 2022, donc soit avant GPT-4, et donc il n'y a pas beaucoup d'infos sur ChatGPT, mais il est quand même dedans tout juste. Mais malgré ça, le rapport fait que plus de 300 pages, il nous rappelle à quel point l'année a été faste d'ailleurs dans le domaine. Il est bourré de graphiques et d'infos qui sont assez intéressantes, des statistiques qu'on va passer un petit peu en revue. Par exemple, je dis pas de bêtises, c'est le même format un petit peu que ce que tu avais relayé sur les métiers, et notamment pour les développeurs, les langages, etc. Non, c'est des rapports, tu sais, c'est des rapports d'experts qui sont assez standardisés, quoi, avec beaucoup de stats et des trucs comme ça. Donc, par exemple, comme stat, on a les prix que coûtent à l'entraînement les grands modèles de langage. Et c'est pas cadeau, un grand modèle de langage. Hein. Et ça peut coûter très très cher. Alors, GPT-2, par exemple, en 2019, a coûté $50,000 à être entraîné. Bon, déjà, c'est pas à la portée de toutes les bourses, mais c'est absolument rien en comparaison de GPT-3 qui a coûté 1,8 million, de Shinshilla de Google qui a coûté 2,1 millions de dollars. Hein. Donc de Palm, toujours Google, qui a coûté 8 millions pour ses 540 milliards de paramètres, ou de Megatron de Nvidia qui en a coûté plus de 11. Bon, dans le tas, il y a des modèles... records d'ailleurs. Oui, c'est le plus gros. Pour l'instant, et ça risque... Après, évidemment, encore une fois, on n'a pas les chiffres pour GPT-4, de toute façon, on les connaît pas. Mais dans le tas, il y a des modèles open source ou en libre accès d'ailleurs. Donc Bloom, dont j'ai parlé, qui est gratuit et qui a quand même coûté 2,29 millions à entraîner. Encore Opt, qui a été fait par Meta et qui est aussi en accès libre. Donc on y apprend que DALL-E a coûté $230,000 et Stable Diffusion $600,000 quand même. Donc clairement, mettre au point des gros réseaux de neurones, c'est pas à la portée de n'importe qui, même s'il y a quand même des initiatives publiques comme ça qui permettent à tout le monde d'en profiter, hein, comme pour Bloom. Mais bon, vu le prix, on se doute que ça représente une quantité de calcul monstre et donc une énergie monstre. Et en ce qui concerne l'empreinte CO2, sans surprise, évidemment, c'est assez conséquent. Mais bon, alors finalement, c'est pas si affreux que ça. Alors, si on prend les chiffres, GPT-3 tient la palme de l'empreinte CO2 avec 502 tonnes de CO2. C'est l'empreinte annuelle de 100 personnes à peu près. Et de 3 fois moins d'Américains, parce qu'évidemment 100 personnes normales, c'est 30 Américains. Et c'est dans les 8 fois l'empreinte d'une voiture sur toute sa vie. Ensuite, on parle bien de l'entraînement, Guillaume. Je voudrais être sûr de comprendre. Pour l'entraînement uniquement, pas l'usage. L'usage, ça dépend à quel point tu l'utilises, quoi, tout simplement. Évidemment, bien sûr. Okay. Mais non, là, c'est vraiment l'entraînement qu'on fait une fois pour toutes pour avoir le modèle qui est figé. Bon, après, évidemment, si on le réentraîne, voilà. Mais là, c'est vraiment l'entraînement initial. Hein. Donc, je parle de GPT-3, ensuite on a Gopher et Opt, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont pas moins gros, finalement, que GPT-3. Ils sont venus après, et ils sont nettement plus sobres. Par exemple, Opt est à 70 millions, on est à 70 tonnes de CO2, et Bloom est carrément à 25. À 3 ans d'intervalle, GPT-3 et Bloom ont la même taille, mais Bloom a consommé 20 fois moins d'énergie pour être entraîné. Donc on parle là de l'énergie nécessaire à l'entraînement, et comme tu dis, effectivement, après l'utilisation, c'est autre chose. Bon, après, forcément, si tu l'utilises énormément ou si tu l'utilises 2 fois, forcément, ça c'est complètement... Mais après, là, c'est l'entraînement. Donc, restons positifs, parce que finalement, la tendance, c'est quand même nettement à la baisse pour l'empreinte CO2 d'entraînement de ces trucs-là. Bon, on n'a pas d'effort pour GPT-4, encore une fois, mais bon. Donc après, il y en a les investissements, donc on a une baisse en 2022, mais finalement, on avait atteint un très très gros pic après une montée exponentielle en 2021, et on reste quand même nettement au-dessus des niveaux de 2020, donc la tendance, ça pourrait être à la croissance à nouveau. Elle sera sans doute tempérée par le climat économique qui est peu propice. La dotation publique pour la recherche en intelligence artificielle aux US a aussi augmenté par rapport à 2021, surtout pour l'armée d'ailleurs. Bon, sans surprise, les jeunes diplômés donc dans le domaine du deep learning, tout ça, vont dans l'industrie 2 fois plus souvent que dans les universités. Le secteur privé est toujours largement plus attractif que le secteur public. En 2010, c'était équilibré, et depuis, l'écart ne cesse de se creuser. Et donc, en conséquence de ça, enfin, au moins en partie, les nouveaux modèles de deep learning, donc tous ces modèles dont on parle, ça vient en grande majorité du secteur privé. Donc, il y a des ONG qui en produisent aussi quelques-uns, mais finalement, les collectifs de recherche et les partenariats publics-privés sont en net recul. Et après, il y a une chronologie qui montre à quel point 2022 a été une année super faste pour l'IA. Bon, il n'y a pas moins de 22 dates, et on a parlé de plein de ces dates-là d'ailleurs, mais pas de tout. Donc on aura pu vous saouler encore un petit peu plus avec ça. Ça arrivera probablement cette année d'ailleurs. Comme quoi ? Mais oui, et avec la prolifération des modèles, il y a aussi celle des incidents et des controverses qui est en croissance constante. Il y en a eu plus de 250 l'an dernier, 218 en 2021. Il n'y en avait que 6 il y a 10 ans, et sans doute il y en aura 8592 l'an prochain forcément.
Bon, conjointement, le nombre de lois à l'étude aussi pour réguler le secteur est en augmentation régulière. Il y en a 37 cette année, c'est sur un panel de 127 pays. On conclut par des sondages d'opinion assez rigolos. À la question « Pensez-vous que l'IA fera plus de bien que de mal ?» 78% des Chinois répondent oui, 76% des Saoudiens aussi sont d'accord et 71% des Indiens. Devinez qui sont les plus pessimistes du monde. La France, bien sûr, évidemment, c'est nous. Bah oui, évidemment. Forcément. Seuls 31% des Français pensent qu'il adviendra plus de bien que de mal des IA. Les Canadiens et les Américains sont pas très loin, avec 32 et 35% d'opinions positives, on pourrait dire. Et curieusement, les Italiens et les Espagnols sont partagés, mais nettement plus positifs que nous, à 50 et 53%. Alors, terminons par les pros. Voilà, qu'est-ce que pensent les pros, les pros du secteur, là, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils pensent des conséquences des IA qu'ils conçoivent, finalement? Alors, il y a 73% qui sont d'accord avec l'affirmation « les IA pourraient mener à une révolution sociétale ». Donc 73% pensent que ça va être une révolution. 58% pensent que les IA généralistes sont un sujet d'inquiétude important. Beau. 57% pensent qu'on est sur le chemin de ces mêmes IA généralistes. Donc voilà, elles arrivent et donc il faut s'en occuper. Mais le bouquet final, c'est quand même 36% pensent que les décisions des IA pourraient nous mener à une catastrophe de niveau catastrophe nucléaire. Donc plus d'un tiers des pros... de la technologie. C'est génial. Plus d'un tiers des pros pensent que les IA pourraient nous mener à une apocalypse. Et après, on se demande pourquoi on n'est pas méga optimiste en France. Ben non, mais parce qu'en France, on est comme ça, nous, on est lucide, c'est tout. Ah, voilà. Puis on est très équipé, on utilise beaucoup le nucléaire, donc finalement c'est très cohérent. Où est-ce que tu te situes, toi, Guillaume, si jamais on te disait est-ce que ça apportera plus de bien que de mal? Est-ce que tu fais partie des 31% de Français optimistes ou du reste qui est pessimiste? Écoute, moi, j'ai envie d'être optimiste. Ouais. J'ai envie de penser qu'à long terme, il y aura plus de bien que de mal quand même s'il y aura beaucoup de problèmes. Ça, c'est clair et net qu'il va y avoir énormément de problèmes et d'ajustements à faire. Ça va être... Mais à long terme, j'ose espérer que oui, il y aura plus de bien que de mal, parce que les IA, c'est aussi une formidable opportunité pour, par exemple, découvrir de nouveaux médicaments, de nouveaux matériaux, des nouvelles théories scientifiques, des nouveaux modèles pour la physique, pour la biologie. Enfin, c'est aussi extraordinaire. Enfin, c'est aussi vraiment une source d'opportunités qui est potentiellement fabuleuse. Et bon, même si oui, il va y avoir des problèmes d'infox, il va y avoir des problèmes de tout ce que tu veux, ça c'est clair. Des problèmes avec l'emploi aussi, avec l'automatisation et tout, ça sans doute, mais oui, écoute, si une IA trouve des nouveaux médocs, je veux dire, tu vois, comment tu quantifies ça? Moi, j'ai envie de dire que oui, au final, il y aura plus de bien que de mal. Très bien. Écoute, je te suis, Guillaume. Moi, ce qui m'a marqué quand j'ai vu ces graphiques, c'était le coût d'entraînement des modèles de langage. En fait, j'ai pas trouvé ça énorme quand on parle des montants que tu as cités. Paradoxalement, moi, j'ai pas trouvé ça si important que ça. On est de l'ordre de quelques centaines de milliers de dollars, des millions dans les plus grosses des situations. Tu vois, enfin, tous les labos de recherche n'ont pas accès à 2 millions pour faire tourner je sais pas combien de serveurs. Évidemment. Tu vois, c'est quand même ça réserve surtout qu'il faut pas oublier que ça, attention, c'est le comment dire, c'est le modèle final, on va dire. Mais il y a toute la phase de mise au point, où tu crées des modèles plus petits. C'est pas inclus dedans quand même Ah oui, d'accord, ok. C'est juste le coût d'entraînement d'un modèle et ça prend pas en compte. Je pense que c'est l'entraînement final d'un modèle. D'accord. Sans compter que les modèles sont en permanence revus et modifiés, parce que là, GPT-4 et ChatGPT, ils sont en permanence tunés, ils sont en permanence... voilà. Bon, il y a beaucoup de travail, si tu veux, qui est fait quand même dessus. Mais bon, c'est vrai que on aurait pu imaginer pire. La bonne nouvelle, c'est que la tendance est un petit peu à la baisse, mais bon. Ça va s'optimiser. Et à l'inverse, les montants globalement, les investissements dont tu parlais tout à l'heure par année, si je dis pas de bêtises, c'est bien en milliards. Si je dis pas de bêtises, là les petits graphiques. Par contre, ça me paraît complètement dingue de voir que en 2022, c'était seulement 189 milliards versus en 2021 276 milliards. Bon, les montants me paraissent pour le coup énormissime, mais c'est beau de voir qu'il y a une baisse là-dessus. Ça s'optimise là aussi. On verra ce qui se passera en 2023. On actualisera les graphiques et on vous tiendra au courant. On peut pas faire décemment, Guillaume, tout l'épisode sur juste les interactions avec les auditeurs et la première ligne. Donc je vais essayer de me calmer et de pas trop te rajouter du temps de chronique. Mais on va parler un peu d'OpenAI, Guillaume. Oui, on l'a dit, donc les Indiens sont des grands optimistes, 71%, je rappelle, concernant l'IA, et du coup, on n'est pas tellement surpris des déclarations du ministre de l'électronique
une ministre indienne de l'électronique, qui voit le secteur avoir un effet cinétique, ce sont ces mots, un effet cinétique sur la tech en Inde. Donc évidemment, pour un cadre, pour gérer, ils veulent bien faire un cadre, si tu veux, pour gérer des problèmes éthiques, les problèmes éthiques potentiels de l'IA, mais ils n'ont aucune intention de réguler la croissance du secteur. Donc le moratoire de 6 mois, tu peux vraiment faire une grosse croix dessus, on s'en doutait un petit peu, mais bon, c'est pas bien parti. Oui, je l'avais oublié, moi, celle-là, déjà. Bon, bref, l'info de la semaine dernière, c'était effectivement, on remettait en lumière cette volonté de pause de 6 mois sur les recherches autour de l'intelligence artificielle portée par certains grands noms. Évidemment, on n'y croyait pas trop. Bon, preuve en défaite. Après, c'est aussi un signal pour faire venir un max de boîtes dans le pays. Venez, vous serez les bienvenus, on sera sympa. Alors, de par le monde, on n'est pas toujours aussi serein quand même, parce qu'il y a 2 membres du Congrès américain qui s'appellent Ted Lieu et Jake Ochinklos, qui appellent les législateurs à s'intéresser à encore un autre domaine où ils y comprennent rien. Alors, c'est même pas moi qui le dis, c'est Jay Obernolt, donc qui est un républicain de Californie, qui est le seul membre du Congrès à avoir un diplôme en intelligence artificielle, et il raconte qu'il a passé des heures à expliquer à ses collègues que le principal danger des IA, c'est pas les robots tueurs avec des lasers qui sortent des yeux, tu vois, c'est des trucs un petit peu plus, on va dire, terre à terre. Donc pendant longtemps, on se moquait gentiment des politiques qui maîtrisaient pas la tech. Bon, aujourd'hui, c'est bien sûr beaucoup moins le cas. Même si, à l'occasion d'interviews de CEO au Congrès, on peut encore voir passer des questions qui sont un petit peu rigolotes, mais bon, dans l'ensemble, ça commence à aller mieux, et là, patatras, il y a encore un nouveau domaine très complexe, en pleine explosion, qui change ultra vite et sur lequel il faut réfléchir. Donc bon, ça va être difficile. Alors souvent, c'est pas ressenti comme une priorité en plus, ou quelque chose d'urgent, selon Yvette Clarke, qui est une démocrate de New York. Bon, pourtant, les algos et le machine learning en particulier sont déjà utilisés partout, dans l'immobilier, la santé, le recrutement, les banques, et bien sûr, et les IA génératives en rajoutent encore une couche dernièrement. Et déjà, il y a des plaintes contre ChatGPT d'ailleurs. Donc la semaine dernière, on évoquait son interdiction, au moins provisoire en Italie. Là, c'est le Canada qui lance une enquête sur OpenAI. Donc le gendarme de la vie privée du pays a reçu une plainte selon laquelle ChatGPT collecte et utilise des données personnelles et qui révèle aussi des données personnelles sans le demander, et sans consentement, quoi. Donc j'ai pas de détails supplémentaires. Mais bon, Samsung pourrait faire un bon exemple de ce genre de truc, parce que de ce qu'il faut pas faire, parce qu'évidemment, il utilise ChatGPT, enfin en tout cas les employés utilisent ChatGPT comme un outil en ligne assez tranquille. Il y a au moins 3 employés qui auraient demandé des petits services comme ça à OpenAI, à ChatGPT, en lui demandant de débugger un code. Donc ils ont posté le code source, mais c'est un code source propriétaire qu'ils ont posté chez OpenAI. Il y en a un autre qui a carrément envoyé une séquence de tests de puces qui est ultra confidentielle, et il y en a encore un dernier qui a demandé de faire une traduction. Bon, une traduction de quoi ? D'une transcription d'une réunion interne, sauf que c'est pas censé sortir non plus, tu vois. Donc c'est des feats qui auraient pu avoir lieu avec n'importe quel service en ligne, il y a simplement, pas encore de règles écrites, mais il faut mettre à jour les règlements, changer les habitudes, c'est aussi pour ça. Je pense qu'il y a un enjeu sur la démocratisation des modèles de langage, par exemple, tu vois. Parce que Samsung, ils peuvent avoir envie d'utiliser des facilités des IA, mais il faudrait qu'ils en aient un à eux, tu vois, pour qu'ils puissent l'utiliser en local, pour éviter que les employés, ne parle de n'importe quoi, n'importe qui. Donc en règle générale, une boîte soucieuse de sa vie privée, elle va pas confier des trucs confidentiels à un service en ligne, donc si tu dois utiliser une IA, tu devrais pouvoir aussi l'utiliser en local, et c'est possible que si les modèles sont accessibles. C'est hyper important quand même, cette notion de transmettre de l'information à on ne sait pas où sur le cloud, et pourtant c'est un truc que je pense on avait intégré, tu vois. C'est marrant que l'intelligence artificielle fasse rebattre un peu les cartes dans le monde de l'entreprise, au point que on trouve ça tellement nouveau et tellement incontournable, et il faut absolument l'utiliser très très vite, qu'on en vient à mettre de côté des habitudes qu'on avait, je pense, prises. On baisse sa garde, ouais. C'est exactement ça. Et donc, c'est peut-être le moment, justement, de parler des modèles qui sont librement accessibles, qu'on peut, a priori, utiliser chez soi. Parce que c'est vrai que c'est le printemps, et ça bourgeonne de partout. Donc, les modèles d'IA, c'est impressionnant. Alors, je vous avais parlé de Llama encore et encore. Ces modèles se fait tuner et refine-tuner de tous les côtés, et ça donne des machins assez dingues, qui tournent sur des ordinateurs assez basiques, et qui offrent un niveau proche de celui de Bard, entre 80 et 90% de celui de ChatGPT, premier du nom. Et j'ai moi-même testé, d'ailleurs, que c'était vraiment pas loin de Bard. Donc, en tout cas, c'est la promesse donc de Vicuña. Donc, c'est écrit VICUNA. C'est une version custom de Llama qui est donc entraînée à répondre aux questions par GPT-4 lui-même. Donc, c'est une sorte de super alpaca. Ça avait déjà parlé d'alpaca, de Stanford. Et Alpaca, en fait, a servi à entraîner d'autres modèles aussi plus anciens, comme GPTJ, qui ça a donné Dolly, par exemple. Il y a Cerebras GPT aussi, qui va bientôt, ou qui a probablement déjà été tuné sur un dataset de type Alpaca. Et donc, il faut savoir qu'il existe déjà des dépôts pour les datasets communautaires, qui permettent de fine-tuner divers modèles et de les rendre conversationnels, comme ChatGPT, donc.
Et un petit peu de la même manière, par renforcement, par feedback, sauf que là, l'essentiel du feedback provient surtout d'autres modèles de langage encore beaucoup plus sophistiqués comme GPT-4. Et il y en a des caisses. Il y a Baidze qui est chinois, il y a Cabrita qui est portugais, il y a Vigogne qui parle français, il y a Koala qui est spécialisé dans la conversation, mais un petit peu voilà, à la alpaca, mais d'une autre manière. Et donc, on voit apparaître ces nouveaux venus sous forme de modèles complets ou sous forme de LoRa. Et donc, LoRa, c'est des modèles adaptateurs. Et j'en avais parlé pour Stable Diffusion, de ces modèles adaptateurs. Ça permet de donner des styles différents ou de rajouter des sujets qu'il n'y avait pas donc, dans les modèles qui génèrent des images. Et en fait, dans le contexte des modèles de langage, un LoRa, ça pourrait être soit une personnalité à appliquer à un chatbot, par exemple, ou des connaissances supplémentaires. Par exemple, tu fais un LoRa pour, je sais pas, des documentations techniques spécifiques ou pour un lore de jeux vidéo particulier que tu veux rajouter, tu vois, et t'as pas besoin de tout réentraîner, tu veux juste un LoRa, voire plusieurs. Et donc il y a tout ça, et en plus évidemment il y a aussi, il reste toujours les modèles un petit peu plus anciens, donc la famille des Flan, les Galactica, les Opt, et puis les avatars de Opt qui sont Pygmalion par exemple, qui sont très prisés pour faire des chatbots, débridés. Et bon, dans les notes, donc je joins 2 grosses listes de modèles d'IA pour un petit peu tout. Donc il y a surtout des modèles de langage, mais il y a aussi des modèles pour la vidéo. On peut faire de l'interpolation d'extraordinaire qualité, on peut faire de l'upscaling de vidéo. Et il y a aussi de l'audio. On peut faire, il y a des c'est Facebook qui a sorti il y a pas très longtemps un compresseur neural qui est vraiment très prometteur. Donc il est en lien aussi dans toute la liste. Et donc pour avoir testé GPT-4 Cross Alpaca et Vicuña aussi, je peux dire que c'est effectivement, bon c'est pas GPT-4, hein, mais c'est quand même assez fascinant quoi. C'est vraiment perso, je trouve que le modèle à 7 milliards de paramètres, le 7B là, est trop neuneux, vraiment. Mais donc j'aime pas trop GPT-4 d'ailleurs, plus que ça. Mais Vicuña, qui a une version de 13 milliards de paramètres, c'est déjà autre chose. Pareil pour GPT Cross Alpaca, GPT-4 Cross Alpaca. Ça tourne avec 16 Go de RAM et 4 cœurs. C'est pas rapide, mais c'est tolérable. Et donc j'ai eu envie de tester ses limites. Et bon, c'est vrai qu'au-delà des chatbots marrants et assez bluffants que tu peux faire avec juste un paragraphe de texte, pour revenir un peu sur la discussion qu'on a eue encore sur la remarque de Cartman nous aura fait beaucoup réfléchir. Et j'ai testé un truc marrant sur mon Alpaca. Je lui ai demandé de m'expliquer des trucs, voilà, ce qu'était un processeur superscalaire, bon évidemment c'est moi, et ce que c'était la rétropropagation, etc. Donc il m'a sorti des réponses parfois approximatives, enfin parfois c'est un petit peu comme si un étudiant avait lu une leçon un peu en diagonale, tu vois. Parfois c'était assez juste, genre résumé Wikipédia. Et ce qui m'a quand même impressionné, c'est que quand je lui ai demandé de m'illustrer ce qu'il venait de m'expliquer avec une analogie, ben, il a quand même essayé, et il l'a fait, dans certains cas, de manière pas si mauvaise en fait. Il t'a parlé de Castor. Non, il n'a pas parlé de Castor, mais on n'est pas loin. Par exemple, la rétropropagation. La rétropropagation, donc, c'est la méthode pour entraîner des réseaux de neurones. Hein. Bon, il m'avait fait une analogie avec des dominos. C'est-à-dire il m'a dit que les poids se corrigent comme les dominos qui tombent en partant du dernier, comme ça, qui se font tomber les uns les autres. Et donc, il y avait cette idée de propagation, effectivement. C'était assez rigolo. Une autre fois, il m'a dit que c'est un peu comme quand tu apprends à lancer des fléchettes. Au début, tu lances un peu n'importe où, puis tu corriges en fonction de comment tu rates petit à petit pour finalement mettre au centre. Bon, il m'en a fait plusieurs. Et elles n'étaient pas forcément totalement à la ramasse. Hein. Il restait de manière floue des notions qui étaient pas complètement à côté, quoi. Hein. Le côté on mesure l'erreur et on ajuste encore et encore, voilà, le côté les poids qu'on corrige en cascade comme ça en remontant le réseau, c'est intéressant à voir. Bon, alors après, voilà, faut pas non plus y voir peut-être plus que ça, mais c'était quand même assez marrant de voir qu'il était capable parfois de trouver des analogies, mais pas toujours. Hein. Et puis d'ailleurs, voilà, mon Alpaca raconte aussi énormément de conneries, et ça c'est quand même un souci, parce que je suis pas sûr que quand tout le monde aura un modèle chez lui, tu auras un modèle chez toi, hein. En gros tu télécharges un fichier de 10 ou 20 gigaoctets, tu peux lui demander tout et n'importe quoi, tu peux lui demander toutes les questions du monde. C'est fascinant, c'est génial, et tu vas pas forcément le fact-checker tout le temps. Or, il pourra raconter n'importe quoi. Est-ce qu'on est d'ailleurs à la veille d'un problème d'infox domestique, comme moi, tu vois Et parce que bon, c'est tout à fait possible, là on peut parler des scandales qu'il y a avec ChatGPT qui sont quand même assez marquants, je pense. Effectivement, on va tout de suite parler de ça, des hallucinations qui peuvent poser problème et qui mettent en lumière à quel point l'utilisation de ces modèles, alors outre le fait de dévoiler de l'information qui n'a pas forcément lieu à être partagée sur le cloud, était déjà un problème dont on a brièvement parlé tout à l'heure, la qualité de la restitution et la possibilité de vérifier cette info est problématique. Juste avant, Guillaume, j'ai une toute petite parenthèse parce que j'y repense en t'entendant utiliser le terme. On m'a fait des remarques en me disant mais pourquoi vous dites tout le temps fine-tuner ? Pourquoi vous utilisez
utilisez toujours ce terme. Et c'est vrai que j'y réfléchissais. Je sais que quelque part, ça veut dire un réglage, un affinement, etc. Mais je ne sais pas s'il y a un verbe français qui permettrait de dire autre chose que fine-tuner un modèle. En gros, de le personnaliser, de l'affiner. Tu vois, je m'étais posé la question, je n'ai pas trouvé. Bah, et j'ai cherché sur Internet. C'est une forme d'entraînement supplémentaire. C'est comme si tu réentraînais un modèle. Mais tu le réentraînes en général sur un dataset qui est un dataset différent du dataset d'origine. C'est-à-dire que tu prends le dataset d'origine, tu as en fait, tu as ton réseau, ton réseau est figé sur un dataset généraliste, on va dire. Et admettons que tu veuilles, par exemple, apprendre, apprendre les légendes de Elder Scrolls, des jeux vidéo, le Elder Scrolls à ton réseau. Tu vas le réentraîner. Mais tu vas le réentraîner sur un dataset spécifique. C'est pour ça qu'on dit que c'est du fine-tuning, parce que c'est un tuning, c'est-à-dire c'est un réglage, effectivement, un réglage qui est fait en général sur, tu réentraînes sur un dataset beaucoup plus petit, tu le fais sur 2, 3, 4 époques, un truc comme ça, et puis après, ça, si tu veux, ça altère un petit peu le modèle et ça le biaise vers quelque chose d'autre. Hein. Donc ça lui rajoute peut-être donc ça lui donne une personnalité différente, ça lui rajoute des données. Et c'est pour ça qu'on appelle ça fine-tuning, parce que en général, c'est fait sur un dataset qui est beaucoup plus petit. Est-ce qu'il y a un équivalent français? Probablement, et personnalisation, je sais pas, j'ai pas trouvé de terme parfait. Alors, si vous en trouvez, rendez-vous sur Discord, sur les commentaires de Tech. Ça ne vient pas là, mais peut-être il y en a, oui, effectivement. Bon, on en reparlera à l'occasion. Ça pourrait être un titre d'enquête exclusive, harcèlement sexuel, prison, des montagnes de scandales hallucinés. Guillaume, c'est justement la dérive des informations pas fiables qui causent problème dans nos sociétés. Oui, 2 exemples de scandales dus à des hallucinations de ChatGPT. Il y a un professeur de droit américain qui s'appelle Jonathan Turley et un maire australien d'une ville rurale, je crois, en Australie, qui s'appelle Brian Hood, qui ont tous les deux été accusés à tort de délits graves, puisque c'est du harcèlement sexuel pour Turley et c'est de la corruption pour Hood. Ce dernier aurait même été emprisonné pour ça, selon ChatGPT. Alors, non seulement c'est faux, mais Hood, en fait, est le lanceur d'alerte qui a fait sortir cette histoire de corruption. C'est une histoire dans les années 2000 qui est pour une succursale de la Banque centrale australienne, un truc comme ça. Et alors Turley, lui, il est apparu dans une liste qui a été générée par ChatGPT, une liste d'universitaires accusés de harcèlement sexuel. Et le chatbot, il a même élaboré tout ça en disant que le prof aurait tenté de toucher une élève lors d'un voyage scolaire en 2018, et il cite même comme source un article du Washington Post. C'est plus vrai que nature, sauf que c'est faux, c'est complètement inventé, l'article n'existe pas, le voyage n'a pas eu lieu, donc pour l'un comme pour l'autre, pas la peine de vous faire un dessin sur la gravité des accusations qui sont portées, pour le danger, pour l'image de marque de ces gens-là. Donc Brian Hood a porté plainte contre OpenAI, ça pourrait tourner en procès pour diffamation, mais il y a un truc très délicat dans cette affaire, c'est que ChatGPT ne répond pas toujours la même chose. Il y a un problème de reproductibilité des réponses. Si vous lui demandez maintenant ce qu'il pense de Brian Hood, il répondra peut-être autre chose. Donc corriger ce problème, ça va être très délicat pour OpenAI, donc pour éviter qu'il raconte n'importe quoi, à moins de mettre des rustines au cas par cas. Donc ça va être très difficile. Le seul truc évidemment, c'est qu'il faut aller voir, il faut aller vérifier, quoi. Il faut s'ancrer, il faut un ancrage. Donc Bing éventuellement peut se protéger de ça en allant vérifier sur le web à la limite. Mais bon, c'est vrai que les modèles qui sont en isolation comme ChatGPT ou mon petit Alpaca, eux, ils rêvent leur vie dans leur coin et puis voilà quoi. Il faut bien le savoir. Comment ça se fait d'ailleurs qu'ils répondent des choses différentes? Est-ce que c'est le seed, la variable aléatoire qui est injectée en plus de l'instruction de départ? Probablement. Oui, probablement, puisqu'effectivement, il y a une variable aléatoire. Il y a une graine de variable aléatoire, effectivement, que tu mets au début, quoi. Donc, elle doit changer entre chaque session, j'imagine. Bon. Meta va lancer à son tour des intelligences artificielles génératives, Guillaume. Évidemment, on finit cette section machine learning donc avec Meta, qui est un petit peu moins présent sur le devant de la scène en ce moment. Je parle de Llama dans tous les épisodes, donc finalement, pas forcément, mais bon, justement, Meta a de gros labos aussi de deep learning quand même depuis 10 ans, et ils produisent des gros modèles qui tâchent. Galactica, tu sais que ça aurait dû être le chat GPT de Meta, honnêtement. S'il n'avait pas retiré, ça avait le potentiel. Donc ils vont se mettre aussi aux IA génératives et ils vont même les commercialiser. Donc ils ont constitué une équipe pour créer ces outils. Apparemment, c'est là que Mark Zuckerberg et Andrew Bosworth passent le plus clair de leur temps. Donc Meta étant Meta, Plus dans le métavers alors. Apparemment oui.
Donc là, ça a l'air d'être les priorités ont l'air d'avoir un petit peu shifté. Mais bon, Meta étant Meta, comme je disais, Bosworth parle surtout du potentiel de ces trucs pour générer des pubs. Et oui, on pourrait générer des images, des vidéos et des slogans à la demande et personnalisés précisément pour chaque annonceur et pour chaque cible. Les trucs qu'on veut. Donc on pourrait démultiplier le ciblage. C'est-à-dire qu'on pourrait par exemple générer dynamiquement une image différente selon la cible que tu veux. Voilà, si t'es un homme ou une femme, tu pourras avoir une cible différente, etc. Par exemple, ça pour chaque catégorie, quoi. C'est génial. Franchement, voilà. Bon, après, évidemment, la pub, c'est un petit peu le cœur de métier de Meta, donc forcément, en ce moment, en plus, avec ces histoires vaseuses là, de vie privée, tout ça, c'est plus que c'était. Donc, cette idée de créer des pubs avec des IA de manière un petit peu dynamique, c'est pas nouveau. Parce que OpenAI a aussi fait un partenariat avec Coca-Cola où ils font à peu près ça, en fait. Même si ça prenait la forme d'un concours qui s'appelait Create Real Magic. Donc c'est vraiment un truc voilà, tu crées des pubs Coca, en fait, mais avec des images générées, des slogans générés, etc. Donc les IA génératives pourraient aussi aider à l'éclosion du métaverse, attention. Donc le métaverse a encore un petit peu de mal à décoller, mais si on peut simplement décrire ce qu'on veut, par exemple un objet 3D particulier, ou une scène 3D, ou une texture, et que ça peut plus ou moins se faire tout seul, peut-être qu'il y a plus de gens qui vont créer du contenu, et donc plus de gens qui viendront consommer ce contenu. Est-ce que ce serait une méthode pour faire décoller le métaverse? Allez savoir. Alors, c'est pas vraiment qui est le plan B de qui, hein, c'est-à-dire qui est de la pub générative ou du métaverse génératif, bon, c'est pas trop, mais voilà. Évidemment, c'est du business, beaucoup quand même. Dans le business s'en mêle, voilà, l'IA devient un petit peu moins excitante. Alors heureusement, Meta a aussi pondu cette semaine un algorithme super pratique qui permet de tout segmenter. Tu as vu passer ça, c'est segmenter une image. Segmenter une image, c'est la diviser. C'est la diviser en zones cohérentes qui contiennent chacun un élément différent. Donc voilà, par exemple, le fond, l'herbe au premier plan, voilà le chien qui court. Donc ça peut être un visage, les cheveux, le fond, etc. Donc tu identifies en fait quels pixels d'une image appartiennent à un objet donné. Alors ça se fait depuis très longtemps, et de base, ça utilise le plus souvent de gros volumes d'images dont les données sont annotées à la main, pour entraîner des gros réseaux qui vont à leur tour segmenter automatiquement d'autres images. Donc ça veut dire qu'un algo, typiquement, ne sait pas reconnaître un objet pour lequel on l'a pas entraîné, quoi. Et SAM, alors SAM, c'est Segment Anything Model, qui lui, il est capable de reconnaître dans une image des objets qu'il a jamais vus. C'est assez bluffant, je trouve, en fait, ça. Moi, c'est le truc qui m'a le plus marqué quand je regardais un petit peu tout ce qui se passait dans l'intelligence artificielle, parce que ça me paraît inconcevable que le truc soit capable de comprendre tout seul qu'est-ce qui est une unité quelque part et qui est indépendante d'autres trucs. En plus, il y a des images pièges dans l'illustration, des articles qui relaient ce genre de choses qui sont assez bluffantes, sans entraînement particulier il va reconnaître la grenouille qui est sur une tortue et il va comprendre que c'est une entité différente sans forcément avoir été entraîné pour ça, quoi. Oui, effectivement. Meta a constitué une énorme base de données. Donc c'est en parallèle, en fait, qu'il a constitué une énorme base de données de milliards de masques. Et le truc, effectivement, est devenu capable de généraliser sur ce qu'est un objet. Et donc, du coup, il peut segmenter n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il a tellement vu, par rapport, il a été entraîné sur des trucs annotés aussi, mais c'est annoté de manière un petit peu particulière, puisqu'en fait, tu peux segmenter par point, en pointant ce que tu veux, tu peux segmenter en encadrant ce que tu veux, tu peux segmenter aussi textuellement. Donc si c'est textuel, ça veut dire qu'il a aussi vu des choses, il a aussi vu beaucoup de choses, si tu veux. Il a aussi vu beaucoup d'objets qui existent et qu'il sait nommer. Mais au-delà de ça, il est arrivé à un point, si tu veux, où il comprend dans une image que les limites quelles sont les limites d'un objet, si tu veux. Alors évidemment, il ne peut pas donner le nom de quelque chose qu'il n'a jamais vu. Par contre, il peut faire un détourage probable de ce que serait cet objet, même s'il l'a jamais vu. Parce que ça ressemble à d'autres trucs qu'il a déjà vus, en quelque sorte, si tu veux. Donc il a réussi à généraliser par rapport aux objets qu'il connaît, aux structures qu'il connaît, à la manière de segmenter, c'est-à-dire où sont les bordures, etc. Il est quand même capable de généraliser pour, même s'il ne sait pas ce que c'est, s'il ne peut pas te dire ce que c'est, il peut quand même te le détourer. Donc c'est vraiment très impressionnant. Toi, tu peux l'utiliser à la souris, voilà, il y a même une démo, si tu veux. Donc, mais surtout, SAM est très rapide et il peut s'intégrer dans d'autres systèmes. Donc, système de réalité virtuelle, de réalité augmentée aussi, surtout, et bien sûr d'autres systèmes d'IA, comme des IA multimodales, par exemple, qui pourraient parfaitement permettre d'aider les IA multimodales à mieux comprendre plus rapidement, plus facilement aussi le monde qui les entoure. Donc, ça pourrait être assez intéressant pour ça. De toute façon, Meta a aussi de grands projets à long terme pour la réalité augmentée, et puis SAM pourrait devenir une sorte de fondation pour de futures lunettes à réalité augmentée, parce que ça permet de tout segmenter quasi instantanément, de segmenter tout ce qui entoure le truc, quoi. Donc c'est vraiment très, très intéressant.
Donc c'est un monde de possibilités qui s'ouvre. Aujourd'hui, tu as des caméras qui reconnaissent les humains. Tu peux acheter la caméra Xiaomi, elle reconnaît les humains. Bon, demain, elle pourrait, pour pas beaucoup plus cher, reconnaître tout. Absolument, pratiquement tout ce qu'elle voit, quoi. Et voilà. Et le plus beau, c'est que tout est open source et téléchargeable dès tout de suite. Donc voilà, vous pouvez même le télécharger si vous voulez. Youpi. Et je me suis demandé dans quelle mesure est-ce qu'il y avait un parallèle à faire. Pour le coup, je sais pas du tout comment ça marche, mais la fonction de détourage, tu sais, qui est native dans iOS et dans macOS. Maintenant, je pense, alors avec les derniers processeurs, mais cette possibilité de détourer en un appui de pouce une silhouette, un objet, quelque chose qui se détache, et l'outil arrive à chaque fois à plutôt bien comprendre chaque objet. Je sais pas s'il y a des parallèles à faire avec ça. J'imagine que c'est assez différent dans son fonctionnement. Mais... Non, pas forcément, mais c'est juste que c'est moins sophistiqué parce que c'est probablement des générations qui ne savent pas, par exemple, détourer des trucs qu'ils n'ont jamais vus. Ou qui ne savent pas détourer des trucs qui sont trop différents de ce qu'ils ont vu. Tu vois, parce que la segmentation d'image, c'est pas du tout nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, on a une généralité qui est inédite. Ok. On met de côté notre intelligence artificielle. Ça y est, on vous a presque libéré sur ce sujet pour cet épisode. Par contre, on va... presque, il y en a toujours un petit peu qui se cache. Quand vous êtes à peu près sûr qu'il n'y a plus de sujet, vous pouvez mettre le timecode dans les commentaires sur techcafé.fr et puis si vous gagnez, on vous mettra à l'honneur pour l'épisode suivant. Allez, on change donc de rubrique et on passe du côté du web parce que justement, désolé, il y a encore de l'IA, mais on a un service qui va arriver probablement, Guillaume, à peut-être craquer tous les mots de passe. J'ai très peur. Est-ce que c'est l'apocalypse des mots de passe, ça y est, en 2023 ? Comme tous les ans, écoute, oui, tout à fait. Petite transition de douceur entre la partie Deep Machine Learning et la partie web, puisque c'est un rapport de Home Security is a Hero qui s'est amusé à utiliser un modèle de Deep Learning, et oui, c'était spécifiquement un GAN pour craquer des mots de passe. Bon, le principe est assez habituel, on prend des montagnes de mots de passe qui existent, on entraîne donc un GAN dessus, comme si c'était des photos de chats. Puis au final, on a une IA qui génère des mots de passe crédibles, comme si c'était des photos de chats ou de gens, comme le fameux désormais historique site This Person Does Not Exist. Et bon, cet outil qui s'appelle PassGAN est un open source. Vous pouvez vous-même, si vous avez une bonne GPU, l'entraîner sur tout ce qu'Internet offre de grosses fuites de mots de passe. Alors PassGAN est très efficace. Alors il craque instantanément des mots de passe de 11 caractères, voilà, s'il y a que des nombres. Il met par contre que 7 heures à trouver un mot de passe compliqué à 8 caractères. Quand je dis compliqué, c'est avec des chiffres, des nombres, des symboles et tout le bordel. Alors pas de panique, finalement, pas plus que d'habitude. Les conclusions du rapport sont à peu près les mêmes que d'habitude. C'est-à-dire 65% des mots de passe les plus communs sont cassés en moins d'une heure, 80% en moins d'un mois. Donc oui, les outils sont sans doute utiles à casser les mots de passe, évidemment. Mais en même temps, PassGAN n'est pas la seule approche possible. En fait, un réseau récurrent pourrait parfaitement faire l'affaire. Et il n'est même pas évident que PassGAN soit à ce point meilleur que d'autres approches statistiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que les mots de passe sont globalement de plus en plus en danger avec chaque année qui passe. Et voilà, le rapport préconise d'ailleurs un mot de passe de 18 caractères et plus. Avec chiffres, symboles et tout, on tombe à 10 caractères. Bon, après, c'est une tendance qui n'est pas radicalement différente de tout ce qu'on dit d'habitude, quoi. Guillaume, bouge tes oreilles 10 secondes. Utilisez un gestionnaire de mots de passe, c'est ma recommandation. On passe un petit peu à Tesla, Guillaume. Puisqu'on parle sécurité, citons un nouveau scandale Tesla qui concerne cette fois des vidéos envoyées par les voitures chez Tesla que les employés s'échangent un peu pour le lol. Des vidéos privées auraient circulé sur la messagerie interne de Tesla entre 2019 et 2022. Elles auraient été enregistrées par les caméras de la voiture. Alors les Tesla sont couvertes de caméras et elles enregistreraient même quand la voiture était à l'arrêt. Il y a un ex-employé de Tesla qui révèle qu'on pouvait voir l'intérieur des propriétés, des garages. Bien sûr, occasionnellement, il y avait des vidéos de crash spectaculaires ou des trucs moins spectaculaires mais vachement rigolos et compromettants. En gros, les Tesla sont de très gros Roomba très chers. Je pense que vous vous souvenez de cette histoire avec Roomba. Donc d'ailleurs, l'autorité... Les aspirateurs robots Roomba. Voilà, les aspirateurs robots qui filment des trucs qui ne devraient pas des fois. Donc l'autorité de protection de la vie privée néerlandaise, la DPA, a bel et bien vérifié que les Tesla, effectivement, filmaient souvent toute personne qui arrivait près du véhicule, même à l'arrêt. C'est le mode Sentinelle, et ce n'est qu'en 2023 qu'elles ont cessé de le faire par défaut. Le mode Sentinelle datant de 2019. Et après, donc, les remarques de la DPA, Tesla a mis à jour sa politique, mais ça a fait scandale quand même. Donc, en Allemagne, l'an dernier, il y a eu une association de consommateurs qui a porté plainte pour la même raison. Et en Chine, les Tesla sont interdites de zones militaires. D'ailleurs, il se murmure que Tesla voudrait déployer le full self-driving, donc l'autopilote là-bas. Bon, c'est un scandale qui risque de pas trop faire les affaires de la marque, faut bien avouer. Donc, bon, voilà, ce serait arrêté, mais c'est vrai que je pense que vous pouvez tout... Enfin, peut-être que ça...
peut-être que si vous cochez certaines cases, ça se passe toujours, je sais pas. Il faudra que tu me dises. On vérifiera à tête reposée, effectivement. C'est effectivement, c'est des bonnes questions et des bons sujets à avoir en tête, puisqu'effectivement très très vite quand même le mode Sentinel pose les questions de la confidentialité, de la vie privée. On capte des choses qui habituellement n'étaient pas captées. Donc bon bref. Pendant qu'on parle de Tesla, forcément le pont est trop facile. Il faut qu'on parle un petit peu de ce qui se passe dans le monde merveilleux de Twitter, piloté par Elon Musk. Twitter, Guillaume, ok, le réseau social, peut-être qu'il perd un petit peu son oiseau bleu au profit du Shiba Inu, hein, pendant quelques temps, mais aussi le détenteur de Twitter ne s'appelle plus Twitter, Guillaume. Ouais, c'est effectivement. Alors, il y a pas mal de news Twitter cette semaine, en fait, finalement. C'est pour ça qu'on fait une section dessus. Et on peut commencer comme ça. Là, t'as teasé un truc, mais on peut commencer par ce qui a été le drama du moment, quand même, le Substack Gate. C'est Substack, cette plateforme de publication qui permet d'être rémunéré, voilà, pour du contenu écrit, du podcast, des newsletters, etc. Et donc pendant plusieurs jours, Twitter a exclu des tweets et des retweets tout ce qui contenait l'URL de Substack. Alors tout simplement parce que Substack a décidé de créer un nouveau service qui ressemble pas mal à Twitter, qui s'appelle Notes, et qui permet de faire du microblogging. Donc Substack est un business basé sur l'abonnement, donc ça se présente, voilà, le site le dit plutôt que ce serait un écosystème plus sain, apaisé, voilà, avec des trucs à l'entrée. Mais bon, quoi qu'il en soit, comme Mastodon en décembre dernier, Substack s'est fait blacklister en tant que concurrent direct de Twitter. Comme Mastodon, apparemment, ça n'a pas duré très longtemps non plus, donc pourquoi bloquer si c'est pour débloquer quelques jours plus tard? Bon voilà, est-ce que tout est fait de manière aléatoire sur Twitter, voilà, comme le retrait des badges bleus? Mais bon, en tout cas, ça a mis en pétard une personne qu'on croyait fidèle à Musk et à Twitter 2.0, qui est Matt Taibbi. C'est un des journalistes qui a constitué le dossier à charge contre l'ancienne direction de Twitter, les fameux Twitter Files. Il se trouve que ce gars utilise aussi Substack et qui va sans doute utiliser aussi Notes, et quand il a appris que Twitter bloquait tout, il a décidé de partir. C'est même lui qui a confirmé par tweet que Notes était bel et bien la raison du blocage. Donc voilà, Taibbi est parti, et pour se venger, Elon Musk l'a unfollow. Alors t'imagines la violence, quoi, je veux dire. Mais bon. J'aimerais pas. Oh là là. Et bon, pour le moment, c'est vrai que ça va pas vraiment mieux financièrement pour Twitter, parce que Elon lui-même estime que donc la valeur de Twitter, de la boîte, sera autour de 20 milliards de dollars, contre 44 à l'achat quand même. En réalité, ça pourrait être bien moins, parce que les banques qui ont 13 milliards de dettes de Twitter ne peuvent pas espérer la vendre à plus de 50% de sa valeur initiale. Donc on est à 6 milliards et demi, bon. Et effectivement, Slate révèle un gros changement qui n'a pas encore été rendu public. Ce serait que Twitter n'existe déjà plus. Et voilà, et oui, scoop. Vous l'aurez entendu ici avant tout le monde. On l'a appris dans des documents qui sont relatifs à un procès qui n'a aucun intérêt. Voilà, entre une tweetos pas contente et Twitter pour des trucs vieux de 4 ans, on s'en fout. Mais dans ces documents, tout à fait officiels, il est explicitement écrit que Twitter n'existe plus et il a fusionné avec X Corp. Non. Mais qu'est-ce que X Corp, Guillaume? Alors, techniquement, cette histoire de X Corp date d'avril 2022. Parce que Musk, en prévision du rachat, avait créé 3 holdings. X Holding 1, 2 et 3. Twitter avait fusionné avec Holding 2, et il avait par contre rien changé du tout, il n'y avait pas le nom ni rien. Holding 1, donc X Holding 1 serait la compagnie mère, en fait, comme Alphabet l'est pour Google. Holding 3, c'est la boîte qui a contracté le prêt à 13 milliards auprès des banques. Donc en gros, Holding 2, c'est un buffer, tout simplement. Holding 1 gère Twitter, et Holding 3 file le cash. Tout ça est assez technique, voilà, et manifestement, c'est plus comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, le 9 mars, Musk a fait enregistrer 2 nouvelles boîtes qui s'appellent donc X Holding Corp et X Corp. Donc X Holding Corp aurait fusionné avec X Holding 1, et X Corp aurait fusionné avec Twitter Inc., qui donc cesse d'être Twitter Inc. Je sais, ça fait mal à la tête. Voilà, je pense franchement que si à ma mort, on considère que je mérite d'aller en enfer, on me fera travailler pour l'éternité en tant qu'avocat fiscaliste ou spécialiste en droit des entreprises. Je pense vraiment, on vous aime si vous faites ce travail quand même. Hein. C'est juste rhétorique de la part de Guillaume. Bien sûr, non, mais on vous aime et on compatit. Bref, aujourd'hui, techniquement, il n'existe plus que X Corp, dont Twitter fait partie, et X Holding, dont X Corp est une société. Et bon, on va savoir peut-être que Musk va peut-être mettre aussi ses autres boîtes dans le holding, je sais pas, comme avec Alphabet, quoi, on sait pas. Mais bon, voilà, donc pour l'instant, ce sont des changements administratifs, mais ça vaut le coup d'être remarqué quand même. Ça veut peut-être dire que le changement que Musk avait vaguement décrit vont démarrer très bientôt, parce qu'on sait que Musk avait dans l'idée de créer une super app, un truc à tout faire style WeChat, et que X, c'est un nom qu'il aime bien, voilà, donc il y avait rien de concret, mais finalement ça peut démarrer.
Bon, dans l'immédiat, rien n'indique donc voilà, que ça va bouger. Pour l'instant, Twitter a beaucoup plus d'autres, enfin disons, a des problèmes un petit peu de tous les côtés, hein, puisque bon, cette semaine, il a battu son record de procès en 24 heures, puisque bon, quand même, en 24 heures, il y a eu le bureau de la justice fédérale allemande qui l'a attaqué pour pas avoir viré du contenu toxique qu'on lui a signalé pourtant, hein. Donc voilà, il vire pas les contenus qu'on lui signale, c'est un problème que l'Allemagne, que donc la justice fédérale allemande estime comme systémique. Il y a aussi 2 class actions, donc il y en a une pour facture impayée, donc il y a même 3 boîtes à qui Twitter doit plus de $200 000 qui l'attaquent. Il y a un truc classique aussi, voilà, qui a été une des class actions classiques qui a été lancée par des employés qui ont été virés de manière non réglementaire. Alors, du reste, Twitter est déjà en négociation tendue avec des centaines d'employés qu'il a déjà virés, hein. Et dans le tas, des employés pas contents, il y a qui ? Il y a Parag Agrawal, l'ancien PDG, qui râle parce qu'on lui a pas remboursé des frais de justice dans une affaire avec la SEC qui date d'il y a quelques mois, quelques années, je sais pas. Parallèlement à ça, la FTC enquête elle aussi sur Twitter, hein, donc voilà, Musk avait demandé une entrevue à Lisa Khan qui a été rejetée. Les pourparlers vont pas très fort et du coup, l'avocat de Twitter en charge du dossier vient de démissionner. Et pourtant, Christian Dowell, qui était là depuis 2020, c'était plutôt un fidèle, il avait gravi les échelons au fur et à mesure que les autres avocats partaient. Donc son départ à lui n'est pas très bon présage étant donné qu'il est le principal cadre et qui était c'était un des principaux. Il y a aussi un des principaux cadres de la sécurité vie privée qui est parti aussi en novembre dernier et qui était très inquiet que la FTC t'ouvre à redire aussi sur le bon fonctionnement du nouveau Twitter. Et bon, quand tu vois que le mec qui s'occupe du dossier, il a jeté l'éponge, bon bah oui, c'est un petit peu inquiétant. On pourrait parler encore des problèmes de certification qui continuent plus que jamais, puisque là, il y a notamment le président Barack Obama qui a un nouveau badge qui montre le caractère officiel du compte. Du coup, bah oui, Elon Musk, il répond en disant, bah oui, ce sera génial pour réduire les risques d'usurpation d'identité. Et oui, donc il se rend compte après coup qu'il y a peut-être quand même besoin d'un service d'authentification des comptes sur Twitter, mais ça peut plus être la marque bleue qui peut être achetée par tout le monde. Donc ça devient un vaste bazar assez captivant vu de l'extérieur, mais qui fait aussi terriblement mal à la tête. Comme on est dans une rubrique autour des services internet, Guillaume, on se doit de parler d'une évolution qui pourrait être probablement très fructueuse dans les usages sur les navigateurs, parce qu'il y a l'accélération matérielle, si je dis pas de bêtises, des rendus graphiques qui arrivent sur Chrome. Écoute, oui, il y a Google qui va supporter WebGPU, donc ça par défaut dans Chrome 113. Alors ce que ça veut dire, c'est que ça y est, le successeur de WebGL est arrivé. Donc WebGPU, c'est un petit peu le pendant graphique de WebAssembly, dont Steph nous avait parlé. Donc là où WebAssembly offre une alternative de bas niveau à JavaScript, finalement, WebGPU en offre une pour WebGL. Alors la promesse, c'est la même, plus de possibilités, plus de performance, donc faire de la 3D dans le navigateur, c'est pas nouveau, c'est une vieille histoire. WebGL, c'est 2011. Mais bon, il reproduisait une API qui était donc proche d'OpenGL ES dans une page web, et donc il profitait de l'accélération matérielle 3D via le navigateur. Bon, mais les temps ont beaucoup changé depuis 2011. OpenGL, c'est quand même un vieux standard, il a su s'adapter longtemps, mais enfin aujourd'hui, on n'est plus sur des paradigmes comme Vulkan, Metal ou DirectX 12, et globalement, la philosophie des anciennes bibliothèques graphiques, elle est plus trop à jour, parce que justement, à l'époque, c'était, tu voulais utiliser la GPU pour afficher des trucs, quasi exclusivement. Mais tout a changé aujourd'hui. Une carte graphique, c'est un calculateur massivement parallèle, assez généraliste, et c'est tout. Chaque pixel, chaque vertex exécute un programme, et tout est centré autour de ces programmes, autour des shaders. Chaque effet de post-processing, aussi, par exemple, c'est un shader. On peut utiliser le GPU pour faire des calculs physiques, des effets de particules. En gros, le calcul est désormais au centre de l'usage d'un GPU, et on l'utilise pour plein de choses, dont du calcul 3D sur des polygones et des textures qu'on affiche. Les anciennes librairies ont tendance plus à être assez lourdes, Donc les nouvelles sont un petit peu plus minimalistes parce que du coup on laisse au codeur, le codeur de jeu, par exemple, le soin de faire un petit peu ce qu'ils veulent, mais on le fait le plus vite possible. Donc WebGPU n'est pas vraiment une GPU virtuelle, c'est plutôt une API comme Vulkan, mais pour les navigateurs web. Donc ça sous-entend qu'il faut tenir compte de diverses subtilités propres au fait qu'on parle pas directement à une vraie puce en métal, mais un environnement complet qui est lui-même potentiellement sandboxé avec des protections, etc. Donc c'est quelque chose qui est déjà isolé du matos, donc on peut pas directement tout relayer au pilote, sans faire gaffe, mais tout de même avec WebGPU et WebAssembly, on peut tout à fait compter sur des jeux qui tourneront sur navigateur avec des performances quasi natives, donc des jeux modernes en fait, qui auront le navigateur en quelque sorte comme machine de cible. Des moteurs de jeu pourraient
par exemple, compilés pour le navigateur, enfin en tout cas pour WebAssembly et WebGPU, qui ne sont pas forcément des restreints forcément à un navigateur, mais bon, qui sera en tout cas a priori jouable sur le navigateur, et du coup ça rendrait un jeu qui est totalement jouable partout, complètement portable. Alors bien sûr ça va pas être forcément disponible que sur Chrome et ses dérivés, mais aussi sur Safari et Firefox. Firefox a commencé à l'intégrer en 2020, donc ça, bon, voilà, ça a été un processus assez long, bien entendu, je pense. Donc là actuellement Firefox a WebGPU, mais par contre je suis pas sûr qu'il soit activé par défaut, il me semble pas. Donc il faut peut-être aller dans les réglages si vous voulez l'essayer sur les pages de démos diverses et variées qui traînent sur internet. Et puis on va terminer cette rubrique autour du web avec ce qui s'apparenterait quelque part à feu les bonus dans Tech Café, je trouve. Tu es allé te pencher sur les résultats d'un concours photo sur un site qu'on aime de plus en plus, j'ai l'impression. Hein. Enfin moi, il fait un petit peu plus partie de ma veille depuis quelques mois. C'est Rest of World. Oui, on finit sur un concours photo organisé par le site donc Rest of World qui couvre l'actu-tech, mais vraiment dans le monde entier, tu vois, en particulier dans les pays non occidentaux, qu'on couvre fatalement, habituellement moins, quoi. Donc ils ont reçu 548 photos assez marquantes qui couvrent une période entre le lancement du site en 2020 et aujourd'hui. Et donc là, il y a les 10 photos qui viennent vraiment de partout, qui sont les lauréats. Donc le 10e vient d'Inde. Alors, c'est marrant, c'est un mec qui met un traceur dans un serpent, parce que voilà, c'est une zone où il y a beaucoup de serpents, donc ils veulent tracer les trucs des serpents pour essayer de faire en sorte que les gens ne se fassent pas trop bouffer. Le 11e, c'est une ferme solaire qui est absolument immense en Arabie Saoudite. On a une le 9e, ouais. Ouais, c'est quoi ? T'as dit le 11e, c'est le 9e. Ah pardon, le 11e, le 9e, pardon, parce que oui, pardon. Le 9e, effectivement, c'est la ferme solaire en Arabie Saoudite. Puis après, on a plein de trucs, vraiment, des images frappantes, comme cette ferme en Indonésie qui paye avec un QR code. On a, voilà, c'est frappant, voilà, le contraste est assez frappant. Donc le gagnant est une photo prise en Palestine de fillettes qui regardent la télé dans une caverne qui est alimentée par l'énergie solaire. Le solaire a une place qui est assez importante, d'ailleurs, que ce soit dans des fermes en Arabie Saoudite ou des fours solaires. Donc c'est des photos qui sont vraiment intéressantes, touchantes, et qui sont un vrai reflet finalement de notre époque. On voit, il y a les photos qui sont avec Covid, guerre en Ukraine. Toujours ce contraste passé et futur, tu vois, assez futuriste, quoi. Et d'ailleurs, parfois, c'est totalement digne d'un film de science-fiction. C'est la photo de la petite famille chinoise pendant le Covid, avec les parents qui sont en masque, et le nouveau-né dans un landau en plastique tout droit sorti de Death Stranding. Elle est vraiment incroyable, par exemple, tu vois. Et pourtant, c'est vraiment notre monde. Cette photo, tu l'as préconisée comme étant une image de couverture de cet épisode. Donc, vous le voyez normalement si vous avez une application qui permet de voir les couvertures personnalisées des épisodes de Tech Café. Tu sais que quand tu as soumis cette photo, j'avais au départ pas été voir le résultat du concours. Je me suis dit, il est encore en train de me piéger, Guillaume. Faut que je compte les doigts sur cette photo pour voir si c'est une image qui est générée par une intelligence artificielle. Très bon réflexe. Et de fait, bon, j'ai cherché un petit peu, etc. Puis évidemment, après, j'ai recoupé quand j'ai vu le lien vers l'article. Donc évidemment, aller regarder cet article, aller regarder les photos. Et cette image m'a bluffé. Ce qui a achevé de me convaincre sur l'authenticité d'une photo de ce type, c'est peut-être naïf, mais c'était les stickers sur le masque de la dame, et peut-être du monsieur, mais sur la dame, on voit qu'il y a des petits cœurs et des petits chats sur son masque. Et je me suis dit non, l'intelligence artificielle serait pas allée jusqu'à préconiser ça. Bref, bon. Écoute. Ça va devenir notre lot quotidien, c'est notre lot quotidien à tous, je pense désormais de vérifier les images d'où elles viennent, et puis on va conclure donc cet épisode de Tech Café avec une rubrique jeux vidéo. C'est marrant, j'avais en tête qu'elle était un petit peu plus chargée, cette rubrique jeux vidéo, c'est intéressant. Guillaume, tu voudrais parler à ceux qui portent encore dans leur cœur la PS Vita, peut-être demain qu'une PS Vita 2 pourrait arriver. Attention, arrêtez-vous, concentrez-vous. Eh ben non. En fait, il semble, alors c'est des rumeurs, mais il semblerait qu'il y ait du matos Sony, enfin en tout cas PlayStation, qui arrive en fin d'année, dont, a priori, quelque chose qui ressemble à une console portable, mais qui s'appellerait la Q-Lite. Et cette Q-Lite, en fait, n'est pas vraiment une console portable parce qu'elle serait réservée à du streaming de jeux vidéo sur PlayStation 5. Donc ça permettrait de transformer votre PlayStation 5 en Wii U, tout simplement, puisque vous auriez donc une sorte de mablette pour la PlayStation 5, quoi. Donc ce serait un truc avec une résolution de 1080 qui permettrait de jouer à 60 FPS sur un écran LCD. Mais apparemment, ça ne s'utiliserait pas ailleurs que sur PlayStation 5. Bon, j'hésite à dire tout ça parce que voilà, c'est que des rumeurs, mais il semblerait que Sony puisse effectivement proposer ce qu'il y a, disons, une espèce de mablette. Alors, le truc, c'est que
On ne comprend pas très bien pourquoi. Moi, j'ai du mal, hein, parce que très honnêtement, ça existe déjà, en fait. Il suffit de prendre une tablette Android, il suffit de prendre, en fait, son téléphone mobile, hein, et de mettre une manette, ou il suffit de prendre son téléphone mobile sans manette, puisque c'est déjà possible de streamer sur téléphone mobile. Et en fait, il a par exemple, la tablette avec contrôleur Logitech qui est sortie il n'y a pas très longtemps, elle pourrait très bien faire office de ça. Si tu veux, bon, c'est étrange de sortir un truc dédié, surtout que faut pas oublier qu'en face, il y a les Steam Deck qui partent à $400, ce qui fait que si tu as une machine qui est à $300, ou même à $250, ça va être qu'elle peut pas être utilisée sans PlayStation 5, ça va être un petit peu difficile, quoi. Bon, voilà. Vita 2, ben justement, non. Donc, il est possible que Sony sorte quelque chose qui ressemble à une console portable, mais que ça soit un peu décevant. Alors, on verra bien. Pour l'instant, c'est que de la rumeur. Un appareil dédié à ça, qui a une autonomie décente et qui est pas trop cher, je me dis que ça peut ne pas être inintéressant. Tu sais que je me dis qu'il y a un argument que je vois souvent remonter et qui me paraît diablement cher pour ce qu'il permet de faire, mais pourquoi pas, c'est d'utiliser le casque de réalité virtuelle, le PSVR 2, comme écran accessoire d'un joueur sur PlayStation, parce que bah du coup tu monopolises pas la télé familiale. Alors bon, je pense quand même que cette solution me paraît extrêmement chère, mais peut-être qu'il y a d'identifier un besoin de s'équiper d'un moyen de jouer à sa console de salon nouvelle génération sans dépendre de l'écran et en mobilité. Oh écoute, on verra si ça se concrétise, pourquoi pas. On a forcément une section Nintendo, l'actualité est très complète sur ce sujet, Guillaume. Bah écoute, Nintendo va proposer donc la réparation illimitée de ce problème de Joy-Con Drift, hein, dont on parle depuis très très longtemps. Et apparemment, ce sera gratuit et donc hors garantie. Donc vous pourrez faire gratuitement dans toute l'Europe, j'ai l'impression, réparer votre Joy-Con. Donc ça, c'est quand même une super nouvelle. Et puis sinon, il y a aussi une autre nouvelle qui est, alors bon, plutôt une bonne nouvelle aussi, j'imagine. Enfin, je sais pas. Mario sur mobile, sur téléphone mobile, ne serait plus une priorité pour Nintendo, selon Shigeru Miyamoto lui-même, qui a donné une interview sur Variety, dans lequel il affirme que leur truc finalement c'est de faire des consoles, des jeux innovants, voilà, des nouvelles expériences. Et que bon, les jeux mobiles, ça a été pas mal, ça s'est pas trop mal passé, mais enfin bon, c'était plus non plus la priorité. Donc on verra. Pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que Super Mario, le film, cartonne. 377 millions déjà au box-office. C'est quand même très fort. Je sais pas si tu l'as vu, toi, d'ailleurs. Je l'ai vu hier et je me suis fait très plaisir, mais c'était une demande de mes enfants. On est allé le voir en famille en 4DX. C'était magique. J'ai passé un super moment. Moi, je valide à mort. Oui, la remarque est justifiée de dire que le scénario va pas casser trois pattes à un canard. En même temps, est-ce que les scénarios des jeux Mario sont particulièrement développés? Je ne suis pas sûr. J'ai passé un moment magique. Ça reste une de mes très belles expériences cinéma avec ce film Mario. Est-ce que tu l'as vu, Guillaume? Pas encore. Non, effectivement. C'est peut-être une idée. J'étais pas trop parti pour, bizarrement, mais pourquoi pas? C'est graphiquement bluffant. Est-ce qu'il y a une deuxième lecture? C'est-à-dire que les adultes... Non. Parce que... Ah voilà, non, c'est vraiment... Moi, je trouve pas qu'on soit à la hauteur d'un Pixar ou d'un Disney qui te donne quelle lecture. Mais quelque part, je trouve que c'est aussi bien parce que je trouve qu'il vaut mieux ne pas aller le chercher et avoir juste un truc qui passe bien que d'essayer de chercher une deuxième lecture pour satisfaire des adultes et tomber à côté de la plaque. Je me suis fait une remarque et c'est un truc que j'avais vu dans de la part de plusieurs personnes qui faisaient des critiques sur le film. Ils disaient, écoutez, nous, il y avait des enfants dans la séance et franchement, ça rigolait pas, quoi. Les enfants ne rigolent pas, ne se marrent pas. Et effectivement, je trouve qu'il y a ce soin d'avoir un truc qui plaît aux enfants, parce que je peux te garantir que les enfants, à la sortie de la séance, ils ont surkiffé, ils ont qu'une envie, c'est de retourner le voir. Et pourtant, tu tombes pas dans ces travers de certains films, d'ailleurs un peu les Mignons ou d'autres, certains Pixar, où il y a des gags pour faire rire les enfants. Tu vois, des personnages qui se prennent des gifles, qui tombent. Il y a eu des tentatives, mais ça fait pas forcément rire les enfants, et c'est pas enfantin. Et je trouve qu'il y a une espèce de nouvelle voie de l'écriture d'un long-métrage en image de synthèse qui est dessiné par ce film Mario, qui moi me plaît beaucoup, et j'ai été complètement séduit. Vous nous direz si c'est le cas, peut-être sur Discord, sur le serveur Discord, allez nous dire si vous avez apprécié le film Mario, si vous êtes allé le voir. On termine cette rubrique jeux vidéo, Guillaume. Oui, avec ça va, jeux vidéo, c'est vite dit, puisqu'en fait c'était juste la Fashion Week sur Decentraland. Et oui, ce truc existe encore. Hein. Donc voilà, la Fashion Week sur Decentraland qui a rassemblé finalement à peine 1 millier de personnes simultanément au maximum et qui a apparemment agrégé quelques 27 000 visiteurs. C'est
Bon, moi je trouve que c'est déjà pas mal en réalité, mais en fait c'est quand même 4 fois moins que pour l'édition précédente. Donc on peut pas considérer que ce soit vraiment une grosse. Alors, il y a eu quand même beaucoup de marques et beaucoup de trucs qui ont été faits dessus, donc ça c'est vrai que c'est assez marquant. Il y a eu beaucoup de marques, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Adidas, etc. Il y avait quand même beaucoup de gens, et quand même voilà, des efforts de fait, mais ça prend moyennement, et puis surtout ce qui est... ce qui n'a pas changé, ce qui est vraiment un repoussoir complet, c'est cet aspect ultra mercantile. On a toujours ce marché immobilier, voilà, de Decentraland où tu peux acheter des trucs hors de prix, où tu peux acheter des tenues hors de prix en NFT. Enfin, je veux dire, qui va acheter l'équivalent de plusieurs milliers de dollars? Il y en a des trucs qui sont à plusieurs milliers de dollars sur des NFT sur Decentraland. Bon, franchement, c'est dommage. De toute façon, il n'y a plus que 20 à 30 personnes par semaine qui achètent et vendent des NFT fonciers sur Decentraland, donc on peut pas considérer que ce soit vraiment un énorme succès. Moi, je m'y attendais un petit peu, hein, mais voilà, quoi, le volume de transactions hebdomadaires, hein, c'est dans les 50 000 dollars par semaine. Bon, alors quand on en parlait à l'époque, c'était des millions et des millions, quoi. Donc bon. C'est dommage, c'est un truc raté parce que finalement, si ça avait été moins pourri si ça avait été moins financiarisé et moins pourri de pognon et de fric, à la limite, pourquoi pas, tu vois, à la limite, un truc multijoueur en 3D, tu vois, on n'est jamais vraiment contre, mais toujours cette idée de, voilà, acheter ces slots à des centaines de milliers de dollars, des millions de dollars, voilà, quoi, ça, à un moment, bon, voilà, bof. L'overdose est passée. Merci Guillaume pour cette revue très complète de l'actu de la semaine. On espère que vous avez passé un bon moment. C'est aussi l'objectif, hein, que vous soyez divertis quelque part avec l'écoute d'un épisode de Tech Café, mais aussi que vous avez appris des choses, que vous aurez des choses à partager à vos proches, à vos collègues, à vos amis, à votre famille. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous parce qu'on sait à quel point l'audience d'un podcast n'explose pas, loin s'en faut. Par contre, on sait aussi qu'il peut y avoir une certaine viralité quand les auditeurs qui sont satisfaits en parlent autour d'eux. Donc évidemment, on compte sur vous pour prêcher la bonne parole. Et puis, si vous n'avez pas déjà envisagé de le faire, je vous invite peut-être à l'issue de cet épisode de reconsidérer la possibilité, si vous en avez les moyens, de venir nous soutenir financièrement. Ça vous prendra quelques euros par mois pour contribuer au financement de Tech Café. Et puis, évidemment, on compte sur vous aussi pour aller évaluer le podcast sur les apps de podcast comme Apple Podcast et Podcast Addict. On est dispo sur les points de contact habituels, mais aussi et surtout à titre individuel, on peut nous contacter et on peut nous retrouver. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et peut-être qu'on va me retrouver sur Elden Ring prochainement. Et tu sais pourquoi? Non. Tu sais pourquoi? Guillaume. Parce qu'ils ont sorti un mode qui s'appelle Elden Ring Broken as Fuck Edition, dans lequel tu peux rajouter des tanks et des avions à Elden Ring. Et je suis sûr que Elden Ring avec un tank, il est vachement moins difficile. Mon Dieu. Ah oui, alors donc c'est pas que de la cosmétique, c'est ça que tu veux dire? Non, tu peux te balader en tank dans les trucs et défoncer tout le monde avec des gros tanks. Et moi je me dis, là ça pourrait m'intéresser, tu vois. Est-ce que tu pourrais pas plutôt le modder pour avoir le mode facile qui cartonnait tant et qui cartonne peut-être toujours? Ça c'est non seulement un mode facile, mais c'est un mode rigolo en plus, donc... Bon, puis oui, c'est suffisamment antinomique avec la proposition créative de départ que ça mérite effectivement d'être testé. Écoute, tu nous diras si tu as fait l'exercice. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Vous me retrouvez aussi dans Contrôle Parental, un podcast où j'aborde des thèmes qui touchent peut-être un petit peu plus les parents, et puis aussi dans Real Life, un podcast sur l'amélioration du quotidien et le développement personnel. Ça s'écrit RELIFE. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un épisode supplément de Tech Café qui s'annonce... épique, vous allez encore apprendre plein de choses. Et sinon, pour les épisodes habituels hebdomadaires sur l'actu de la tech, ce sera la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.